Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode des temps forts. On est ravis d'être avec vous pour ce cinquième épisode. Je rappelle que nos temps forts, ce sont les rendez-vous sur l'actualité de l'environnement de la formation en Bourgogne-Franche-Comté. Et aujourd'hui, j'ai la joie d'accueillir avec nous deux invités, Monsieur Massia et Madame Laure Bornier, qui représentent l'ADRITS Bourgogne-Franche-Comté sur un sujet qui est particulièrement intéressant, sur lequel il y a de l'actualité, sur lequel il y a souvent de nombreuses questions. C'est la question de la mise en œuvre des titres professionnels, de la question de l'agrément, hein, jusqu'à la question de l'organisation des sessions d'examen. Donc, merci à tous d'être avec nous. Petite particularité, Christine devrait nous rejoindre parce que je pense que vous l'attendez d'ici peu. Je vais faire les quelques petits rappels habituels sur l'organisation, hein. Donc, pendant le temps du webinaire, vous pouvez échanger avec nous via la rubrique de chat pour poser des questions, pour faire part de remarques. On les reprendra en fin de webinaire avec, nos 2 invités que je remercie déjà pour, les réponses qu'ils vont pouvoir vous apporter. Comme d'habitude, le webinaire est enregistré, donc vous aurez la possibilité, d'accéder au replay sur le site, du Cariforef, sur le site de Amphore et puis on vous fera, une petite infographie de synthèse qui vous sera mise à disposition, d'ici quelques temps, de manière à garder, la trace, des échanges, très fructueux qu'on va avoir ce matin. Je vais laisser la parole peut-être à Monsieur Massia déjà et puis ensuite à Madame Bornier, pour que, on introduise ensemble ce webinaire. Merci beaucoup, Alexia. Donc, bonjour à toutes et à tous. Je me présente donc Philippe Massier, je suis responsable, du département, compétences, certification, contrôle à l'ADRETS Bourgogne-Franche-Comté. Donc, Laure Bornier, donc je suis en charge des titres professionnels du ministère du Travail, dans le service donc de Philippe Massia. Pour, introduire, rapidement donc effectivement à la place de Philippe, bon il avait prévu, une petite introduction, voilà, on va essayer Qui va nous rejoindre d'ici peu. Il est figé pour l'instant. oui, donc les titres professionnels, ça représente environ, pour la région Bourgogne-Franche-Comté, environ 230 établissements, donc centres de formation qui ont au moins un agrément actif, donc ce qui représente quand même déjà, voilà un nombre assez conséquent, et le tout réparti sur environ, 500, sites ou plateaux techniques, voilà. Donc ça représente, aussi, 1 300 agréments actifs à l'heure actuelle sur, tous les titres, professionnels, voilà que comptent, diverses et variés. Ce qui fait, voilà, que ça vous plante un petit peu le décor, au niveau de la région et c'est assez conséquent. Voilà, je ne sais pas si on va peut-être attaquer Oui, on va directement. peut-être commencer, puis on laissera Monsieur Massia peut-être commenter, puis revenir en conclusion sur ce qu'il voulait dire en introduction. Ce sont les joies du direct. On a quelques problèmes de réseau depuis ce matin, mais on va y arriver. Donc, effectivement, on va lancer le Attention, sinon vous allez finir toute seule, vu comme c'est parti. non, il y a pas mal de participants, donc désolée à nos participants, on a quelques petits problèmes techniques, mais ça va pas vous empêcher d'avoir les éléments de contenu et je remercie Madame Bornier pour la qualité, du support qu'elle va vous partager. Hop, voilà, j'espère que tout le monde voit bien. C'est tout bon et ben, c'est parfait. Heu, donc la demande, enfin ce dont on va parler aujourd'hui, ça va être, voilà, les titres professionnels de manière générale et puis, bah, voilà, de la demande d'agrément à la session d'examen, un petit peu comment ça se passe. Le sujet est vaste, donc autant vous dire que sur 1 heure, de temps, on va pas pouvoir aborder tout dans le détail. On va essayer, voilà, d'aller, au plus direct, au plus important et donc effectivement, s'il y a des points, un petit peu sensibles, ou un peu plus, précis, qu'on n'aborde pas, on pourra voir ça, de manière, plus en aparté, voilà, s'il y a besoin. Mais effectivement, il y aura des certaines choses qu'on ne pourra pas forcément voir, tout de suite. Donc voilà à peu près le sommaire et les plans, donc voilà, Philippe Massia me dit qu'effectivement il a été, éjecté, de Zoom. Bon, il va nous rejoindre quand il pourra. Donc au niveau, voilà, du sommaire pour cette présentation, on va déjà revoir un petit peu les fondamentaux, hein, ce qu'est un titre professionnel. Donc je pense qu'au niveau, des personnes présentes aujourd'hui, effectivement, on a un public assez varié. Donc il y aura peut-être des choses, voilà, que vous connaissez déjà, je l'espère. On fera un petit point sur les acteurs qui mettent en place, donc les titres professionnels, l'agrément
la session d'examen et puis on fera, voilà, suivant, le temps qui nous restera, un petit tour au niveau de l'actualité et puis des liens, utiles ou du glossaire s'il y a des choses à repréciser. Donc tout de suite, on va attaquer. Alors le titre professionnel, qu'est-ce que c'est? Si on veut vulgariser, un titre professionnel, c'est un diplôme, mais du ministère du Travail. Donc comme vous le voyez sur la diapo, vous allez voir tout au long, voilà, de la présentation, il y a certains mots qui vont être mis un peu plus en évidence avec, voilà, qui sont en vert. Donc ça, c'est parce que le vocabulaire est assez précis. On va utiliser des termes, voilà, spécifiques au niveau des titres et ça permet surtout d'avoir une bonne communication parce que on se rend compte qu'on a assez souvent ce problème-là, des fois, avec les centres de formation. C'est qu'on n'utilise pas forcément le même vocabulaire et des fois, ça peut amener à des petites incompréhensions. Donc c'est pour ça, là, tout au long de la présentation, je vous ai surligné tout ce qui va être, important et surtout le terme précis. Voilà, donc le titre professionnel, c'est une certification, qui est reconnue par l'État, donc ça va du niveau 3, donc ce qu'on va appeler, niveau CAP, BEP par exemple, jusqu'au niveau 6, donc ça c'est un niveau, master 1. La grande majorité des titres, ça sera plutôt, voilà, du niveau 3 ou du niveau 4 pardon, donc équivalent à un niveau bac. C'est ce qui représente, on va dire 75 des titres professionnels. Ce qui, heu, ce qui est la particularité des titres professionnels, c'est qu'on va être vraiment axé sur le geste métier. Ça atteste donc que le titulaire qui a obtenu cette certification-là possède les aptitudes, les compétences et les connaissances métiers pour exercer effectivement les métiers en relation avec le titre. Donc ça couvre à peu près tous les secteurs, qu'on aille, du maçon, coffreur-bancheur au métier du tertiaire, au métier de la conduite, des transports, de la logistique. On va avoir des choses, un petit peu plus spécifiques, par exemple, on a le titre professionnel, d'horloger qui est, voilà, c'est très local, hein. On est la région, qui avons le plus d'agréments sur ce titre-là et quasiment la seule. Donc voilà, donc ça, c'est vraiment très vaste et ça permet de couvrir, tous les métiers, ou presque, qui peuvent être, existants en France. Donc ces certifications-là sont enregistrées de droit au RNCP, donc au répertoire, national des certifications professionnelles que vous retrouvez sur France compétences et puis, donc ce sont des certifications qui peuvent être préparées donc en formation continue, de manière très simple ou en apprentissage et également c'est accessible à la VAE. Donc un titre professionnel, une fois qu'il est créé, il va avoir, une durée de vie. Ça a été voulu pour que le titre puisse, se fondre ou en tout cas être le plus, en raccord avec les métiers, avec, l'évolution des métiers et donc il va avoir une durée de vie de 5 ans maximum. Pour certains titres professionnels, comme par exemple en informatique, la durée peut être réduite à 2 ou 3 ans. Donc une fois qu'on arrive au bout de ces 5 ans, un petit peu avant, en général quelques mois avant, la date, de fin de vie, indiquée, le titre est réétudié en commission avec, des experts de branche, des experts métiers, avec le ministère, avec, les ingénieurs, de formation et on voit si effectivement il y a besoin de refaire des évolutions, sur les référentiels, du titre. Dans cette condition-là, 3 solutions sont possibles. Le titre est prorogé à l'identique, donc là, c'est pareil, je vous l'ai surligné parce que c'est vraiment un terme, très spécifique. Donc la prorogation, ça veut dire qu'on va juste repousser la date de fin de vie du titre. Rien ne changera, ni les référentiels, ni les temps d'évaluation. Tout reste à l'identique, on repousse juste la date de fin de vie. Ensuite, si on voit que le métier a un peu évolué et que, voilà, les référentiels sont plus tout à fait en raccord avec les réalités du métier et du terrain, dans ce cas-là, le titre est révisé. Et là, on part sur un nouveau millésime du titre professionnel. Donc dans ce cas-là, on va devoir, faire une nouvelle demande d'agrément puisque les référentiels ont évolué. Et la troisième possibilité, c'est que le titre soit supprimé, parce qu'il ne convient plus, au il n'y a plus assez de métiers,
qui sont développés ou plus assez de postes ou ce sont des métiers qui sont en perte, de vitesse. Ça reste assez rare, souvent les titres sont plutôt révisés ou alors quand un titre est supprimé, on va plutôt en créer un deuxième, un autre à la place. C'est ce qui s'est passé, récemment pour le titre, d'infographiste metteur en page. C'est un titre, voilà, qui n'avait plus trop sa place ou en tout cas les évolutions du métier, étaient telles qu'on a décidé de supprimer ce titre-là pour en créer un nouveau qui s'appelle, un titre professionnel de graphiste, mais qui va être d'un niveau, de certification supérieur. Voilà, donc je passe très rapidement, on va pas s'étaler, mais quand un titre, arrive en fin de vie, il existe un délai de prolongation, donc ça je vous encourage à aller voir sur internet éventuellement, sur les sites qui vont bien pour, en entendre parler. Il existe un délai de prolongation d'1 an qui permet aux candidats qui auraient débuté leur formation avant la fin de vie du titre, de passer quand même leurs examens. Donc ça, c'est assez important et pareil, pour les centres, agréés, il est très important de mettre en place une veille, par rapport, à la date de fin de vie des titres, professionnels. Pour être sûr, voilà, de bien anticiper soit les changements de millésime, soit la suppression d'un titre. Alors, on va commencer par le bas, au niveau des chiffres. Alors il existe environ 257 titres professionnels différents en France. C'est un chiffre qui évolue presque, tous les jours puisque, des nouveaux titres sont créés ou supprimés ou révisés, heu, presque toutes les semaines, voire tous les jours. Le taux de réussite aux examens au niveau national, donc ça, c'est les chiffres de 2023, on a un taux de réussite d'environ 79, ce qui est assez intéressant et donc en général, c'est ce qu'on vise et c'est ce qu'on essaye de voilà, ça peut donner une base pour les centres de formation pour voir un petit peu à peu près qu'est-ce qui est un bon taux de réussite, aux examens. On a environ 30 000 agréments actifs, qui ont été délivrés, en France et on a, 154 000 candidats qui ont obtenu leur certification. Voilà. Alors au niveau de la conception du titre, professionnel, comment il se construit? On le sort pas d'un chapeau. C'est dommage, ça en serait pratique parfois, mais donc c'est une conception, via la DGEFP, donc le ministère du Travail, qui va faire une note d'intention et d'opportunité et avec, l'appui de l'AFPA, donc EPIC, donc la partie ingénierie, de l'AFPA, ainsi que les branches professionnelles. Voilà, donc c'est un circuit, avec, 3 grosses têtes pensantes, au départ, voilà, qui vont, travailler à l'élaboration, du nouveau titre professionnel, des référentiels et puis, ensuite, une fois, que tout ça est bloqué, ça va être validé par la commission professionnelle consultative, donc la CPC et seulement une fois que la CPC aura validé, tous les textes encadrant, le nouveau titre professionnel, eh bien, ces textes vont être publiés au journal officiel et seulement à ce moment-là, cette certification sera inscrite au RNCP et c'est à ce moment-là également que vous pourrez avoir accès au référentiel et faire éventuellement une demande d'agrément. Donc si on voit à peu près un titre professionnel, ça va être composé de un à plusieurs blocs de compétences, 4 ou 5 maximum. Là, je vous mets, par exemple, voilà l'exemple du titre professionnel, de gestionnaire de paie qui, comme vous le voyez en vert, est composé de 2 blocs de compétences. Donc ces blocs, ça va être des activités type. On va partir du métier, voilà, à peu près standard de gestionnaire de paie et on va essayer de voir qu'est-ce qui, compose ce métier. Donc ce métier, là, ici, est composé de 2 grandes activités. Donc la première, assurer la tenue et le suivi du dossier social de l'entreprise et le deuxième bloc, assurer la production de la paie et élaborer les données, de synthèse. Voilà et ensuite on a les blocs de compétences qui sont déclinés en plusieurs compétences professionnelles et donc c'est sur ces compétences professionnelles ciblées que le candidat sera évalué lors des examens. Voilà, donc un petit récapitulatif, voilà, les titres professionnels peuvent être composés d'un ou plusieurs CCP. Certains titres spécifiques effectivement ne sont composés que d'un seul bloc de compétences, notamment sur les titres de conduite. Les épreuves d'examen sont basées sur des gestes pratiques et des gestes métiers. On n'aura donc pas d'épreuves, et de matières académiques, voilà, comme, des maths ou du français pendant les épreuves, et les examens.
L'objectif du candidat, c'est bien sûr l'obtention du titre professionnel complet et non juste un bloc de compétences. Voilà, comme je vous le mets dans la dernière ligne, on a noté que les candidats qui ont obtenu le titre professionnel dans son entièreté trouvent beaucoup plus facilement, un emploi que ceux qui n'ont obtenu qu'un ou plusieurs CCP. Donc il y avait une différence. Alors les chiffres datent un petit peu de 2021, mais globalement, c'est assez stabilisé depuis quelques années et donc on a quand même une différence de 10 points entre, ces 2 types, de stagiaires. Donc pour vous faire un petit break, voilà, on va commencer à vous poser 2 petites questions pour voir un peu, vos connaissances, sur les titres professionnels. Sur les 257 titres professionnels dont j'ai dit qu'ils existaient, en France, combien sont délivrés en Bourgogne-Franche-Comté? Donc est-ce qu'on en a que 73 sur les 257, 170 ou on a les 257? Alors, on vous laisse, taper A, B ou C dans le chat, de manière à pouvoir avoir une petite tendance, et sur, ce que vous pensez par rapport à cette question. On vous laisse 1 ou 2 minutes et puis après, on va essayer de voir, la quelle est la lettre majoritaire. Alors, il y a des réponses différentes, mais il y a une majorité de B. Eh bien, effectivement, c'est la réponse B. En Bourgogne-Franche-Comté, on a environ 170 titres professionnels différents. Donc ça peut s'expliquer, par le fait que, il y a certains titres professionnels qu'on ne fait pas beaucoup dans la région. Par exemple, du soudeur scaphandrier ou du scaphandrier BTP, c'est quelque chose de très spécifique et on n'a pas forcément les infrastructures, dans la région. Il y a aussi des choses, sur de la marine de plaisance ou, tout ce qui est en relation avec la mer. Effectivement, en Bourgogne-Franche-Comté, on n'est pas très équipé pour ça. En revanche, comme je vous le disais, on a des titres professionnels qu'on ne retrouve pas dans toutes les régions, donc comme l'horlogerie ou même, des métiers de maroquinier. Deuxième petite question, quel est le titre professionnel le plus décerné en France en 2003? Donc c'est le nombre de personnes, enfin le nombre de titres qui ont été, délivrés pour les candidats. Donc A, conducteur du transport routier de marchandises sur porteur. B, assistant de vie aux familles. C, secrétaire assistant. Donc vous avez compris le principe, hein, même chose, vous votez A, B ou C et on regarde la tendance qui se dégage de vos réponses. Alors, il se dégage encore une majorité de B, même s'il y a des réponses sur les 3 propositions, mais il y a encore une majorité de B. Eh bien, c'est la A. C'est le conducteur du transport routier de marchandises sur porteur, voilà, qui a été le titre le plus décerné en France en 2023. Donc l'assistant de vie aux familles, c'était pas loin parce qu'il est, dans le top 3 également, des titres les plus décernés et jusqu'en 2022, c'était un des titres effectivement les plus décernés. Le secrétaire assistant, lui, il est dans le top 20, mais il est finalement assez loin. On a d'autres titres en fait qui sont beaucoup plus délivrés que les métiers du tertiaire qui peuvent des fois paraître, assez, classiques et très délivrés. Pour ce qui est de la Bourgogne-Franche-Comté, on suit un peu, hein, les tendances, du national, mais le titre qui est le plus délivré, en tout cas pour, 2024, ça a été le peintre en bâtiment. Voilà, suivi de près par le conducteur, de transport routier de marchandises sur porteur et en top pour finir le top 3, l'assistant de vie aux familles. Donc on va faire un petit point maintenant sur les acteurs qui permettent la mise en place, de ces certifications. Donc, bien évidemment, on a la DGEFP, le ministère du Travail, hein, c'est lui qui est à la tête, de ces certifications, c'est lui le certificateur. Donc leur rôle, c'est d'élaborer l'offre nationale, de voir un peu, la pertinence, hein, de ce qui est proposé et la diversité des certifications proposées. Il fixe la réglementation et les textes et il assure la coordination entre les différents acteurs et notamment avec nous en tant que DREETS. Côté DREETS et DETS-PP, donc la DREETS, va être au niveau régional, les DETS-PP, ça va être notre, relais au niveau départemental, qui est un petit peu plus proche au niveau, du territoire. Nos rôles, ça va être de déployer, l'offre de formation sur la Bourgogne-Franche-Comté, la mise en place du plan régional de contrôle pour vérifier que tout se passe comme il faut et puis garantir la qualité et l'homogénéité de la délivrance des titres. Donc l'intérêt, c'est que quelqu'un qui passe son titre professionnel, à Nevers,
le passe dans les mêmes conditions que quelqu'un à Bordeaux, à Nantes, à Brest ou à Besançon. Donc là, je vous ai fait un petit point récapitulatif, je vous laisse lire rapidement, parce qu'effectivement pour les centres de formation, parfois c'est un petit peu, nébuleux, voilà, de savoir s'il faut contacter la DREETS ou la DETS-PP, donc le niveau départemental ou régional. Donc si on veut schématiser, au niveau régional, on va beaucoup être plus sur, toute la partie agrément. Donc c'est la 1re phase en fait, quand vous allez délivrer, voilà, vous allez vous nous demander à délivrer, des titres professionnels. Donc on va beaucoup être plus sur la partie réglementation générale et la partie agrément. Et puis les DETS-PP, donc le niveau, départemental, ça va être vraiment sur la mise en œuvre, opérationnelle des sessions d'examen. Donc si vous avez, des soucis avec une session d'examen, que vous voulez déclarer une session d'examen, je sais pas, qu'il y a un problème avec un candidat, ça va être le niveau départemental qu'il faudra, contacter en priorité. Ensuite en dessous, les agents chargés de contrôle, donc ça peut être un agent régional ou départemental, indépendamment. Voilà, donc c'est un rôle, normalement on en a à peu près au moins un par département, une personne qui est, chargée de contrôler ce qui se passe sur le terrain. Et bien sûr, bah, l'acteur, voilà, qui est au centre un petit peu de tout ça, bah, ce sont les organismes de formation, les centres agréés. Donc eux, leur objectif, va être, assez divers, avec les différents acteurs. Bien sûr, il y a un rôle très important à jouer avec, les candidats puisque, le centre doit s'assurer que les candidats passent, les examens dans les conditions conformes aux textes réglementaires. Il va aussi informer les candidats sur, la réglementation, sur ses droits et puis il va, suivre un petit peu aussi, son parcours et assurer, le suivi du placement en emploi de ces candidats. L'autre rôle, qui va être assez, important, ça va être avec les jurés. Si on n'a personne pour évaluer pendant les sessions d'examen, on ne peut pas délivrer de certification. Donc effectivement, c'est un rôle assez important et le centre de formation est là pour justement, lier les jurés aux sessions d'examen. Donc il est important de mobiliser les professionnels, de les sensibiliser aussi aux fonctions de juré, puisque sur certains titres, c'est assez rare de trouver des personnes qui acceptent de se libérer. Pourtant, c'est très important, voilà, ça permet le renouvellement aussi et l'accès à la certification et aux métiers, qui peuvent être recherchés. Et puis les centres agréés ont aussi un rôle à jouer avec les financeurs, hein, quels qu'ils soient, pour, bah, dispenser les actions de formation, proposer, voilà, des certifications dans des territoires peut-être parfois un peu plus reculés. Donc souvent ça va être, voilà, que ce soit France Travail, le conseil régional, les OPCO. On a, quand même des acteurs et des financeurs qui sont assez proactifs sur le territoire et avec lesquels nous aussi on est en contact. Donc on échange assez régulièrement, voilà, sur ce qui est mis en place, en Bourgogne-Franche-Comté. On va faire un petit focus donc sur la fonction de jury qui est très importante puisque l'idée de la certification et du titre professionnel, c'est que le candidat à l'examen soit, évalué par ses pairs, donc avec des professionnels du métier, visé par le titre pro. Donc le jury, c'est une entité de 2 professionnels indivisibles. Ça, on insiste, bien là-dessus. Donc c'est minimum 2, ça peut être plus, ça peut être 3, mais c'est forcément au moins 2 personnes qui évaluent le candidat. Pour intervenir sur des sessions d'examen, le candidat juré doit envoyer une demande d'habilitation auprès de la DETS-PP, donc le niveau départemental et chacun des jurés, est ensuite professionnalisé. C'est-à-dire qu'on ne donne pas une habilitation, à un juré, voilà, comme ça. On essaye de l'accompagner et de lui expliquer sous quelle forme il va, se présenter, comment évaluer les candidats et on l'incite, voilà, à bien garder une position déontologique, d'impartialité, voilà, pour évaluer les candidats. Alors la décision du jury est souveraine, donc là, on va l'expliquer un petit peu. Ça, c'est, donc effectivement, seul le jury est habilité à évaluer et à délivrer ou non la certification. Personne ne peut revenir sur les résultats qui ont été donnés par ce jury, ni la DREETS, ni même, le tribunal administratif.
Voilà, donc ça, c'est quelque chose qui est à prendre en considération. Donc c'est pour ça aussi qu'il faut s'assurer que, la certification, tout au long de la session d'examen, se passe dans les meilleures conditions possibles. Puisque derrière, on ne pourra pas revenir sur ces résultats. Si jamais la session se voyait, entachée d'irrégularités ou de non-conformité, dans ce cas-là, on serait obligé d'annuler la session et donc ce serait comme si elle n'avait jamais existé. Donc là, voilà, je vais aller sur, quelque chose un petit peu plus loin, mais c'est quelque chose à prendre en considération. En revanche, pour ce qui est de l'organisation de la session d'examen, c'est bien le centre agréé qui est en charge et donc ce n'est pas au juré, de décider, de l'organisation de la session d'examen. Donc le petit point, donc pour exercer la fonction de juré, il faut avoir exercé au moins 3 ans dans le métier visé par le titre professionnel et ne pas avoir quitté ce métier depuis plus de 5 ans. Ce sont des conditions qui sont, cumulatives et l'habilitation va être délivrée au maximum jusqu'à la fin de vie du titre professionnel. Voilà, donc je rajoute, hein, la loi permet, hein, aux salariés, qui souhaitent devenir jurés de s'absenter, de leur entreprise sans perte, de salaire, hein, puisque ensuite c'est l'entreprise, qui mince, je perds un peu mes mots, qui va voir avec l'OPCO en fait pour être, un peu, des enfin, j'ai oui, désolée. Pour la prise en charge de la rémunération. Voilà, c'est ça, merci. Vous avez répondu en parallèle à une question qui était dans le chat sur l'habilitation des jurés, donc c'est parfait, je repose pas la question. Voilà, donc à savoir, je le remettrai, j'en parle un petit peu à la fin, mais il y a un site internet dédié pour les jurés. Donc ça peut être, aussi, quelque chose, si en tant que centre de formation ou en tant que professionnel, vous souhaitez être jury, vous pouvez aller, voir, vous tapez juste jury titre professionnel et vous allez avoir toutes les explications et aussi un petit quiz, voilà, vite fait pour voir si vous êtes habilitable ou non. Alors on pourra peut-être, remettre ce lien dans l'infographie de synthèse. Je vous coupe 2 minutes parce que la question est connectée. Il y a la question du jury, mais il y a aussi la question de la surveillance et il y a une question justement plutôt sur le surveillant. Qui peut être surveillant d'examen? Peut-on demander au jury d'assister, la fonction de surveillant avant sa mission de jury? C'est-à-dire, d'avoir été déjà surveillant et puis avant de demander une habilitation, j'imagine, dans le cadre de Ouais. Alors normalement, non. Ce sont 2 fonctions, distinctes. Le seul moment où effectivement le jury peut, avoir cette fonction de surveillance, c'est si le référentiel, donc le référentiel d'évaluation le prévoit. S'il ne le prévoit pas, il faut que ce soit une personne, tierce. Donc c'est de préférence une personne qui n'a pas eu de contact avec les candidats, afin que ce soit, le plus impartial possible. Mais ça peut très bien être quelqu'un ça n'a pas la personne n'a pas à avoir de qualification, particulière. Donc ça peut très bien être, par exemple, la personne qui s'occupe de l'administratif ou même, je sais pas, la personne qui s'occupe de la cafétéria du centre de formation. Il y a pas de souci. Donc c'est le centre qui, en revanche, se porte garant pour, les bonnes conditions de passage aux examens. Voilà et ben, on va passer, à l'agrément, parce que je vois que le temps file Oui, aussi. oui, c'est pour ça que je rassure les personnes, je reprendrai les questions, avec, nos invités en fin de webinaire, mais là, quand il y a une question qui est vraiment connectée à l'intervention, Oui, je l'ajoute. Donc, pas de souci. effectivement sur les agréments, la question c'est de savoir qu'est-ce qu'un agrément et puis, du coup les conséquences que ça a. Voilà. Donc l'agrément, c'est une décision administrative. C'est donc l'autorisation donnée par le préfet de région, via la DRETS, à un organisme de formation d'organiser des sessions d'examen en vue de la délivrance d'un titre professionnel. Donc c'est une compétence, comme vous l'aurez noté, régionale. Et donc, à la DRETS Bourgogne-Franche-Comté, nous ne sommes, en charge que des sessions d'examen et des sites, donc les plateaux techniques où se dérouleront les examens, qui se trouvent en Bourgogne-Franche-Comté. Si jamais votre siège est en Bourgogne-Franche-Comté, mais que vous souhaitez, faire passer les examens dans le Grand Est ou en Auvergne-Rhône-Alpes, il faudra donc, dans ce cas-là, se tourner vers les DRETS Grand Est et Rhône-Alpes pour, demander un agrément.
L'agrément, ça porte sur un titre donné, donc un titre professionnel donné, sur un site géographie, un plateau technique précis, donc vraiment une adresse, et un endroit précis, et c'est délivré pour une période déterminée, qui ne peut pas aller au-delà de la vie du titre professionnel. Si, vous souhaitez, ce qui peut arriver, hein, si le votre plateau technique déménage, même si vous changez, vous allez de l'autre côté de la rue, il faudra redemander un nouvel agrément. L'agrément donc autorise le centre à organiser des sessions d'examen pour tout ce qui est partie pédagogique. Ce n'est pas pris en charge par les référentiels et c'est au centre de formation d'établir son propre programme, pédagogique. Une fois que l'agrément est obtenu, pour le titre professionnel complet, le centre d'examen peut, procéder à des examens sur des blocs de compétences. Voilà, c'est compris en fait, dedans. Voilà. Donc une fois que vous avez transmis donc, votre formulaire de demande d'agrément à l'adresse, donc, en gros, à moi ou à mes collègues, nous avons 2 mois pour notifier notre décision à partir de la complétude du dossier. Donc attention à bien, remplir, voilà, le dossier complètement et puis, bah, s'il y a des manques en général, on va plutôt aller on va vous renvoyer en fait le document, on va vous dire qu'on a besoin de compléments d'information. Les refus, secs d'agrément, c'est vraiment si, il y a des gros problèmes, qu'on voit que la les sessions d'examen ne peuvent pas être, organisées, conformément à la réglementation. Donc le formulaire, le mieux, c'est encore de nous le demander, directement, voilà, à l'adresse puisque, on voit alors le site du ministère du Travail pendant un moment, il y avait un modèle. Le problème, c'est qu'il est plus à jour, et avec les changements de gouvernement, tout bêtement, bah, en fait, à chaque fois les logos, changent donc c'est un peu difficile de le mettre à disposition, facilement et de pouvoir le mettre à jour facilement. La demande d'agrément, donc, elle comporte aussi à la fin 14 engagements que l'organisme de formation, bah, s'engage à mettre en œuvre et à respecter. En cas de non-respect de ces engagements, le préfet de région via l'adresse peut retirer, l'agrément qui a été délivré. Tous les changements effectivement, bah, qui ont été, tout changement doit être porté à la connaissance de l'adresse. Donc si des informations ont été, modifiées par rapport à ce qu'il y avait dans le formulaire, que ça soit au niveau d'un changement par exemple, de dirigeant de centre, de responsable de session, il faut nous prévenir, le plus rapidement possible. Heu, voilà et donc pour la chronologie, ça peut intéresser, je pense, pas mal de centres de formation également. Donc le centre, nous formule sa demande, on instruit cette demande. Si la décision est recevable, on saisit également l'agrément dans l'applicatif CERES. Donc ça, c'est un applicatif que vous allez beaucoup retrouver puisque c'est ce qui nous permet de faire le lien, en fait, avec les centres de formation, d'organiser les sessions d'examen. Voilà, donc CERES, c'est un peu notre outil de base pour les titres professionnels et seulement une fois que l'agrément a été, saisi et validé dans l'applicatif, il y a un transfert de données qui se fait, en fait, je crois c'est toutes les nuits ou toutes les semaines entre, la base CERES et EDOF qui est la plateforme qui gère, les formations éligibles au CPF. Donc à savoir que moi je n'ai aucune je n'ai pas la main du tout sur le compte, EDOF, voilà, donc je sais qu'il y a souvent des problèmes entre les 2 plateformes, mais à l'adresse, nous n'avons absolument pas la main sur, la plateforme EDOF. Donc le seul petit conseil que je peux vous donner, voilà, parce que je sais que c'est des petites difficultés qui sont arrivées assez fréquemment, c'est qu'il faut bien que les données, administratives, l'identité administrative de la structure, donc du centre de formation, soit bien la même entre CERES et EDOF. Donc c'est-à-dire déclarer le même numéro SIRET. Si le SIRET est différent, ça va bloquer, ça va certainement vous indiquer que vous n'êtes pas, alors c'est souvent sur EDOF que ça bloque, pas, de notre côté, mais ça va vous indiquer, voilà, que vous n'êtes pas habilité alors que vous l'êtes de notre côté. Voilà pour le moment. Je sais pas s'il y a des questions par rapport à ça, mais Il y a beaucoup de questions, mais pas spécifiquement par rapport à ce qu'on a abordé, si ce n'est le lien entre les 14 engagements et Calliope et les démarches qualité dans les organismes de formation. OK. OK, c'est, Calliope, c'est vraiment,
une certification, qualité qui est délivrée donc, qui est mise en place par France Compétences. Donc on est vraiment sur un autre schéma et là, les 14 engagements, ça va être vraiment spécifique au titre professionnel du ministère du Travail. Voilà. Heu donc un agrément pour récapituler un petit peu tout ça, ça ne peut pas être délivré au-delà de la vie du titre. C'est-à-dire que si un titre, arrive en fin de vie, au 28 février, je ne pourrai vous le délivrer que jusqu'au 28 février. Voilà. Ensuite, il faudra éventuellement le réviser ou proroger, suivant les résultats de la CPC. La demande d'agrément, doit être faite pour un titre professionnel complet. On ne peut pas faire à l'heure actuelle une demande d'agrément pour un ou plusieurs blocs de compétences, d'un titre professionnel. Donc à l'inverse, une fois que vous avez l'agrément sur un titre professionnel complet, rien ne vous empêche de faire des sessions d'examen uniquement sur un bloc de compétences. C'est rare, c'est pas le but, de la certification clairement, mais c'est une possibilité. Et surtout, effectivement, ça c'est un point que j'aime beaucoup rappeler, c'est qu'il est important de prendre connaissance des textes réglementaires avant de faire la demande d'agrément. On voit malheureusement un peu trop souvent de demandes d'agrément qui nous sont adressées, et on voit bien, on voit tout de suite, hein, les centres, voilà, qui n'ont pas connaissance des textes, qui ne savent pas comment s'organise une session d'examen. C'est une démarche qui est assez, alors je ne dirais pas, lourde, mais qui demande une certaine rigueur, et qui peut être parfois, oui, assez importante à mettre en place, que ça soit au niveau des moyens humains, des moyens techniques. Donc il est, préférable de vraiment bien se renseigner sur tout ce que ça implique, d'avoir un agrément sur un titre professionnel. Heu, voilà et donc je rappelle, l'agrément ne concerne que la capacité de l'organisme de formation à mettre en œuvre la session d'examen. Pour tout ce qui est partie pédagogique, on ne prendra pas cette partie-là en compte. Les agréments sont délivrés également pour un nombre maximum de candidats, prévu. Souvent, c'est par rapport, juste, au plateau technique, donc à la capacité matérielle d'accueil des candidats. Donc ça dépendra aussi, des titres professionnels. Sur certains, ça sera beaucoup plus facile à mettre en place, que sur d'autres. Par exemple, un secrétaire, assistant, on peut facilement monter sur des sessions d'examen à, 16-20 candidats. Sur du coffreur-brancheur ou du canalisateur, là, souvent, déjà, si on a 10 candidats, c'est déjà pas mal puisqu'il faut les machines, qui vont avec pour que tous les candidats passent en simultané sur ces titres. Voilà, on va attaquer, dans le vif du sujet sur la session d'examen et notamment par une petite frise chronologique, qui va être très importante, par rapport à l'organisation de cette session. Donc généralement, on demande, aux centres de formation de nous formuler leur demande d'agrément au moins 5 à 6 mois avant la première date, d'examen envisagée. Pourquoi c'est 5 à 6 mois? Tout simplement parce que nos services ont environ 2 mois pour instruire, la demande, tout en sachant que s'il y a des manques, s'il y a besoin de compléments d'information, va y avoir un aller-retour, donc ça peut prendre du temps. Et puis, surtout, il faut déclarer donc dans l'applicatif CERES la session d'examen au moins 91 jours avant la date de début. Il faut également commander les plis d'examen, donc qu'on appelle dossier technique d'évaluation ou DTE, avant cette date. Sinon, ça sera bloqué. Le ministère nous a demandé d'avoir la plus grande vigilance et de verrouiller ces délais pour ne pas que ça bloque en fait au niveau de l'imprimerie nationale. Donc pour savoir ce délai, effectivement, pour certaines formations, ça peut paraître un peu long, notamment quand ce sont des sessions d'examen sur des blocs de compétences. Mais il faut savoir que derrière, effectivement, l'imprimerie au national peut envoyer jusqu'à 4000 plis d'examen par jour, heu, au centre. Donc si on ne respecte pas ces délais, en fait, c'est le caillou dans l'engrenage et ça peut poser des problèmes. Ensuite, le délai qui va être très important et qui n'est pas compressible, qui n'est pas négociable, c'est au moins 30 jours avant la session d'examen, transmettre aux candidats les convocations. Donc c'est vraiment 30 jours avant, le candidat a sa convocation en main, c'est pas à 30 jours on lui envoie. Donc ça peut être soit envoyé en RAR, soit remis contre décharge, en main propre.
Donc ce délai de 30 jours, en fait, il est très important puisqu'il ouvre des droits individuels, en fait, aux stagiaires. Donc là, c'est même pas une question de notre administration qui refuserait, voilà, de faire passer ou autre. C'est vraiment que le candidat peut, porter un recours auprès du tribunal administratif s'il n'a pas été, convoqué à son examen avant ces 30 jours. Et autant vous dire que généralement le tribunal administratif est très vigilant là-dessus et ne se pose pas de questions, si les délais n'ont pas été respectés, la session est annulée. Et puis, dans un donc là, il y a pas de délai réglementaire, mais c'est bien d'avoir au moins 15 jours avant la session, d'avoir convoqué ses jurés. Si vous le faites en amont, c'est même encore mieux, mais sachez que, jusqu'à, la veille de l'examen, il y a possibilité éventuellement, voilà, de changer de juré. Ça peut arriver effectivement qu'il y ait un juré à la dernière minute qui se désiste. Voilà, donc ça, c'est possible de le changer même à la dernière minute. Le mieux étant d'informer la DETSPP, de ce changement de dernière minute afin, voilà, de s'assurer, qu'il n'y ait pas de problème. Voilà, donc une fois que tout ça est fait, donc on va avoir notre session d'examen qui va se dérouler sur un ou plusieurs jours et donc maximum 15 jours après la session d'examen, il faut transmettre l'originaux des procès-verbaux à la DETSPP pour la validation de la session d'examen. Donc voilà, donc l'originaux des procès-verbaux, c'est bien des procès-verbaux signés de manière manuscrite, remplis via l'applicatif CRS, mais signature manuscrite, papier pour le moment. Voilà, la réglementation n'a pas encore évolué au point de vue de la dématérialisation de ces documents-là. Mais là, on est plus sur une réglementation administrative, française, générale, où pour le moment, bah, effectivement, l'originaux d'un procès-verbal, ça reste, la version papier. Voilà pour, ça, c'est vraiment j'ai envie de dire un peu la base. S'il y a vraiment une chose à retenir par rapport à l'organisation d'une session d'examen, c'est vraiment, ce graphique. Alors, j'en profite peut-être pour une question parce qu'on est sur les délais. Il y a une question qui est sur le délai de la session d'examen, c'est-à-dire que dans l'organisation, est-ce qu'il y a des amplitudes, maximales à respecter par rapport, à l'organisation de la session pour les candidats, pour les jurés? C'est-à-dire, pas plus de, 2 heures par jour, 6 heures par jour? Alors, bah, alors, de ce côté-là, ça va être, normalement, ces éléments-là, vous allez nous les avoir transmis, en fait, dans votre demande d'agrément. Donc nous, on va pouvoir voir et bah, effectivement, il y a certaines choses, bah, pour les stagiaires, normalement, on se calque sur la réglementation du code du travail, en fait, tout bêtement, de droit commun. Donc en général, les stagiaires, eux, on suivant les titres, suivant comment sont faits les examens et les épreuves, on va partir plutôt sur du 7 heures, ce qui est déjà pas mal. Pour les jurés, bah, faut bien penser qu'un juré, si vous lui mettez une journée de 10 heures, certes, réglementairement parlant, ça passera. De l'autre, est-ce qu'il aura, voilà, un comportement, impartial et bon jusqu'à la fin? C'est peut-être, voilà, c'est pas des machines non plus, donc faut bien penser aussi à l'aspect humain, de ce côté-là. Donc souvent, c'est plus du bon sens plutôt que vraiment de la réglementation, pure et dure. Merci. De rien. Voilà. En amont de la session, la personne qui va être, très importante aussi, ça va être le responsable de session, qui, comme son nom l'indique, va être responsable de la conformité, donc de la bonne, mise en œuvre de la session d'examen de A à Z. Voilà, donc c'est une personne qui est désignée par le centre d'examen, qui nous a été déclarée dans la demande d'agrément. Si jamais il y a des changements, il faut nous en informer. C'est une personne qui va s'assurer que toute la mise en place, donc que ça soit dans l'applicatif CRS, les déclarations, que les matières d'œuvre, par exemple, ont bien été commandées. Donc il s'assure, voilà, de tous les moyens que tous les moyens sont mis en œuvre, suivant les référentiels pour que la session d'examen se déroule dans les meilleures conditions. Donc il doit maîtriser, bah, la réglementation des titres professionnels, il doit maîtriser l'organisation de cette session et puis, bah, l'applicatif, CRS et contribuer, à l'élaboration de la liste des jurés. Donc ça, effectivement, ça peut être, ça peut bon, c'est un peu, c'est de la mission subsidiaire, on va dire. En revanche, c'est très important que le responsable de session, bah, connaisse le règlement de la session d'examen.
Donc ça, c'est un document pareil, qui doit être affiché, hein, sur le plateau technique. Il faut qu'il ait, on demande à ce qu'il ait une très grosse vigilance par rapport à l'inscription des candidats sur l'applicatif. Puisque les données, administratives, hein, l'identité des candidats que vous rentrez sur l'applicatif CRS, c'est ce qui va être inscrit ensuite sur les parchemins des candidats. Donc s'il y a une erreur dans la date de naissance, dans l'orthographe du nom ou même de la ville de naissance, ça peut générer de très gros problèmes avec, l'inspection des fraudes qui va me téléphoner après. Et donc ensuite, voilà. Juste, il y a une question qui est totalement connectée à ce que vous évoquiez, c'est, imaginons qu'il y a un candidat qui est passé un titre professionnel et en fait, il a un changement de nom parce qu'il reprend le nom, donc ça, on peut avoir deux noms de famille et puis on va reprendre le nom de sa mère ou de son père et cetera. Est-ce que du coup, il comment on fait concrètement par rapport, au suivi? C'est-à-dire qu'il s'est inscrit sur un nom et le changement se fait en cours de route? Alors normalement, c'est suivant ce qui est, l'état civil du candidat, ça doit suivre. Donc le mieux, si vous avez des doutes, vous demandez à la DETSPP. Voilà, vous pouvez leur demander, leur expliquer la situation puisque, voilà, nous, l'idée, c'est que le candidat reçoive son diplôme avec, son état civil actuel. Voilà. Donc s'il y a des modifications à faire, donc normalement, je pense que sur le nom, une fois que vous avez inscrit le candidat, vous n'avez plus accès. En revanche, les DETSPP peuvent le modifier. Donc on demandera certainement, une nouvelle pièce d'identité au candidat pour que ces, informations, soient modifiées. Et donc ça, c'est bien de le faire bien en amont de la session d'examen si vous en avez connaissance. Donc aussi rappeler aux candidats que c'est à eux de vérifier également et d'informer, l'organisme de formation de changement d'adresse ou de nom, le cas échéant. Voilà, voilà. Heu, voilà. Ensuite, on va enchaîner, oui, parce que pareil, je vois que l'heure tourne. Les résultats ne sont communiqués aux candidats qu'après la validation du PV par la DETSPP. Il est donc interdit de transmettre les résultats aux candidats avant. Ce n'est pas au centre de formation de révéler ces informations, mais bien une fois que la DETSPP a, validé cette session d'examen. Tout bêtement parce que, si jamais une non-conformité, était révélée, la session d'examen serait annulée. Donc ça a pu mener, hein, souvent je vais voilà, on peut penser que je vois le mal un peu partout, mais en fait, c'est surtout qu'on a eu, beaucoup d'expériences et de retours, voilà, un petit peu malheureux, sur des situations qui ont un peu dégénéré, parce que le centre avait, effectivement donné les résultats avant, que la session soit validée et où des fois il y a eu des soucis, où ils ont pas donné les bons résultats. Enfin, c'est vraiment problématique. Donc effectivement, des fois, les candidats peuvent être un peu pressants, mais comme, tout diplôme ou, concours, les résultats ne sont pas automatiques et en direct après les épreuves. Quand la DETSPP valide la session d'examen, il y a des courriers de notification de résultats et le cas échéant des parchemins ou des livrets de certification qui sont envoyés depuis le national directement au candidat. Donc là, on reboucle un peu sur le fait que, l'identité et l'adresse, les coordonnées du candidat doivent être mises à jour. Le mieux, c'est de refaire un petit tour, hein, avec les candidats le jour de l'examen, pourquoi pas. On demande aussi, dans certains départements, à ce que le centre fasse remplir, une fiche au candidat et qui signe comme quoi les données sont les bonnes. Heu donc les livrets de certification, c'est dans le cas, de l'obtention d'un bloc de compétences. Voilà, le parchemin, c'est le diplôme, mais encore une fois, on a un vocabulaire qui est un petit peu précis et donc là, pour un titre professionnel, c'est un parchemin. Le résultat des candidats, donc il y a 3 possibilités. Soit il n'obtient, pas du tout son titre professionnel, donc il est en échec complet. Soit il obtient tout son titre professionnel et dans ce cas-là, donc on lui voit délivrer un parchemin. Soit il est ce qu'on appelle en réussite partielle et dans ce cas-là, ça veut dire qu'il n'a obtenu qu'un ou plusieurs blocs de compétences qui, composent le titre professionnel. Quand le candidat est en réussite partielle, il dispose d'un délai d'1 an pour obtenir, le ou les CCP manquants, sans suivre de formation complémentaire. Donc c'est pour ça que c'est important de bien former le candidat également, de le suivre pour pouvoir lui proposer, une session, complémentaire. Donc ça fait partie des engagements, notamment des centres d'examen, de proposer à ces candidats une nouvelle session d'examen pour, qu'ils puissent finir d'obtenir son titre professionnel. Un point rapide sur les attestations, de réussite.
Donc ça, c'est un document qui peut être délivré par la DETSPP de manière très occasionnelle, voire exceptionnelle, en cas de problème de délivrance, du parchemin, notamment avec l'envoi ou, s'il y a eu des pertes. C'est un document qui a exactement la même valeur que le parchemin. Voilà, donc ça c'est bon à savoir, mais ce n'est pas une règle générale. Les DSPP, ça leur demande quand même beaucoup de travail, donc ça, c'est vraiment dans des cas très exceptionnels, au cas par cas, donc faut envoyer le candidat voir la DSPP. On peut délivrer des attestations de réussite si besoin. Allez, petite pause avec de nouvelles petites questions. En cas de problème inattendu lors du déroulement d'une session d'examen, que faire? Trouver une solution pour que la session ait lieu coûte que coûte, appeler un ami, on a toujours un bon copain qui a un tuyau, pour nous dépanner, ou contacter la DETSPP au plus vite. Pas besoin de rappeler le mode opératoire, il y a déjà des réponses. Et comme on est un petit peu pris par le temps, je vais donner la réponse relativement vite. Tout le monde a répondu le C, il y a personne qui n'a répondu autre chose. Bravo! C'est ce que je voulais entendre. Effectivement, faut contacter la DETSPP au plus vite. Donc si le collègue, en département, bah, n'était pas joignable, laissez une trace écrite, laissez un mail, éventuellement mettez l'adresse en copie aussi. Voilà, qu'on soit informé en fait qu'il y a eu un problème. Souvent, on s'est rendu compte que, bah, les centres effectivement pensent, bah, au bien-être des candidats, essayent de voilà, d'aller jusqu'au bout des choses et parfois en essayant de trouver une solution, finalement, rendent la session non conforme et on se retrouve dans l'obligation de l'annuler. Donc parfois, effectivement, c'est dommageable pour les candidats, mais parfois la meilleure solution, c'est de reporter la session d'examen si elle ne peut pas se dérouler dans les bonnes conditions. Et donc ça, généralement, c'est la DETSPP qui doit être mise au courant et qui vous accompagnera, sur ces, procédures. Alors, celle-là, elle est pas très compliquée non plus. La durée des épreuves d'examen indiquée dans le référentiel d'évaluation, est-ce que cette durée est modifiable? Alors même chose, je viens vite sur la réponse, mais je n'ai que du B. Parfait! Effectivement, les temps d'épreuve indiqués dans le référentiel d'évaluation ne sont pas négociables, ne sont pas, modifiables. Si l'entretien technique est prévu pour, 15 minutes par candidat, ce n'est pas 16 ou 17 ou 8. Voilà, c'est 15 minutes. Donc les seules adaptations qui peuvent être prévues, mais là, c'est quand même, quelque chose de spécifique, c'est, en cas de candidat en situation de handicap. Voilà, où là, un tiers-temps peut éventuellement être demandé ou des aménagements des sessions peuvent être faits. Mais là encore, il y a une procédure qui doit être faite, en amont de la session d'examen, au moins 3 mois avant, avec, des certificats médicaux et c'est la DETSPP qui autorise ou non ces adaptations. Qui répond à une question qui était posée tout à l'heure sur la gestion du handicap, donc très bien, merci. Voilà, donc ça, c'est un sujet à part entière, hein. On pourrait y passer aussi un petit peu de temps. C'est en révision. Le ministère, travaille beaucoup, depuis ces dernières années, justement, à essayer de trouver des solutions et à mettre en place des procédures qui permettent, effectivement, le côté un peu plus inclusif, des sessions d'examen pour les personnes en situation de handicap. Donc 3 mois avant, à la DETSPP pour répondre à la question, c'est par Ça. rapport à ce que vous avez évoqué. Voilà. Le mieux alors même si les 3 mois sont pas forcément respectés, on sait que des fois ça peut être un petit peu compliqué ou des fois les candidats n'osent pas, parler de leur handicap et réagissent un peu tard. Le mieux c'est de voir avec la DETSPP. Il y a un formulaire normalement qui se trouve en ligne aussi, avec un petit manuel. Voilà, le mieux c'est de les contacter, ils pourront vous aiguiller. Rapidement pour finir, on va aller sur les quelques actualités. Donc l'actualité des titres pro, c'est tous les jours ou presque. Comme je vous le disais, l'évolution des titres, le renouvellement, leur révision, bah, ça se passe tout au long de l'année. Il y a pas de période où on révise tous les titres pro. Donc il y a besoin de mettre une veille, réglementaire en place, au moins sur les titres professionnels, sur lesquels vous souhaitez ou vous êtes agréé. Heu, pour aider donc, vous aider au quotidien, il existe le journal de la vie des titres. Qui est créé par l'AFPA Ingénierie. Et donc ce document sous format PDF est disponible sur le site dédié aux responsables de session. Donc on reviendra après, mais le site, là qui est dédié aux responsables de session d'examen des titres pro, c'est, la base.
C'est vraiment il y a plein d'informations, il y a des petites vidéos explicatives. C'est vraiment, voilà, c'est vraiment un bon récapitulatif de ce qui a été dit aujourd'hui et un pense-bête, voilà, si jamais on a quelques doutes. Heu, les autres actualités, en ce moment, on travaille, déjà depuis quelques mois à la dématérialisation du formulaire de demande d'agrément via, le site Démarches simplifiées. Certaines régions en France l'ont déjà mis en place. Là, nous, ça nous demande un petit travail, voilà, d'adaptation, mais on croise les doigts pour que ça soit mis en place, courant, voilà, au premier semestre, d'ici la fin du premier semestre 2025. Donc vous serez informés bien en amont, hein, évidemment, et ça nous permettra, en fait, d'avoir un formulaire qui sera toujours, mis à jour. Voilà, vous aurez pas besoin de vous poser la question si le formulaire, c'est le bon, si, il est encore valide ou pas. Ça sera celui-là, qui sera à jour. Ça nous permettra aussi d'échanger plus facilement, via la plateforme Démarches simplifiées. Si jamais, pareil, il manque une information ou si, on a besoin de détails sur certains éléments, ça nous permettra d'échanger directement. Ça permettra également, au centre d'examen d'avoir un accusé de réception du dépôt de la demande directement. Je sais que ça, c'est souvent, voilà, demandé et des fois un peu en urgence, voilà, pour, dans le cadre, de marchés, de financeurs, et donc là, ça pourra vous être remis, directement, automatiquement sur la plateforme. Donc pareil, vous serez informés, dès que ça sera mis en place. Alors j'en profite, j'essaie de faire le relais des questions en parallèle. Est-ce qu'il y a une possibilité de recevoir le journal de la vie des titres, indépendamment du site dédié aux responsables de session, d'avoir une programmation d'envoi par mail, de s'abonner, de faire quelque chose, Non, du tout. C'est quelque chose qui est mis en place, voilà, sur le site, depuis le national, et pour le moment, il n'y a pas de newsletter ou, de choses comme ça. Le ministère part, du principe que si le centre agréé, s'engage à mettre en place les titres professionnels, voilà, et les certifications, c'est, au centre d'assurer, la veille, voilà, sur les titres sur lesquels il est agréé. Donc et c'est voilà, ça donc des fois, hein, voilà, une veille, ça peut être, si vous n'avez pas beaucoup d'agréments, bah, ça peut être juste de vérifier, voilà, tous les ans ou tous les 6 mois, effectivement, les dates, auxquelles vont finir les titres, d'anticiper un petit peu. Voilà, il y a pas besoin de faire ça tous les jours, quotidiennement ou toutes les semaines même. alors peut-être parce qu'il est midi, je vais me permettre de reprendre quelques questions pour ne pas trop frustrer les personnes qui ont posé les questions au tout début et qui on a dit: «On va y revenir», avant que je laisse monsieur Massat, du coup, faire la conclusion. De l'événement, et puis on pourra donner des éléments complémentaires dans le cadre de l'infographie. On pourra pas forcément reprendre toutes les questions, mais on va en prendre quelques-unes sur des différents sujets abordés. Il y a une question vocabulaire. On a parlé CCP, bloc de compétences, pour évoquer les mêmes choses parce qu'il y a du vocabulaire différent. Qu'est-ce qui est mieux d'utiliser vis-à-vis du public? Là, peu importe. Avec le public, effectivement, souvent, bloc de compétences, c'est un peu plus compréhensible. En revanche, il faut bien expliquer aux candidats que, bah, effectivement, bloc de compétences, c'est bien dans le cadre, voilà, de la formation et c'est plus simple. En revanche, ils vont passer un certificat de compétences professionnelles, par exemple, où il leur manque voilà, faut juste qu'ils soient au courant. Effectivement, on se doute bien que, employer le terme CCP, c'est pas très parlant pour les stagiaires, mais ça fait partie aussi du rôle, du centre d'examen de leur expliquer que, bah, la certification, elle a aussi un vocabulaire un peu particulier, c'est ce qu'ils vont, obtenir. Merci. Alors, on a des questions de passerelle. On imagine qu'un candidat qui s'est présenté sur 2, qui souhaite se présenter sur les CCP d'un nouveau millésime de titre, alors qu'il a obtenu un CCP sur l'ancien format du titre professionnel. Quelles sont les démarches du côté candidat ou du côté OF? Alors là, il va falloir voir déjà si les référentiels, s'il y a une possibilité d'équivalence entre ces 2 millésimes. Puisque parfois, bah, entre 2 millésimes, les activités et les compétences recherchées sont tellement différentes qu'en fait, il y a pas d'équivalence. Ça arrive assez fréquemment, mais ça peut arriver. Ou que le CCP que le candidat a obtenu, bah, c'est celui en fait où il y a pas d'équivalence. Donc le mieux, c'est de regarder par rapport, au REAC, donc c'est le référentiel, de d'évaluation d'adaptabilité, heu de regarder, c'est marqué dans le texte en fait, qui est paru au journal officiel, les blocs de compétences qui sont, effectivement correspondants.
Et là, c'est en général aux stagiaires, enfin aux candidats, de faire la démarche auprès de la DETSPP pour obtenir son équivalence avant de passer, ses examens sur le nouveau millésime, par exemple. Donc ça peut être intéressant là pour l'organisme effectivement de l'accompagner puisque ça peut être effectivement, des choses un petit peu complexes et donc c'est le rôle, voilà des professionnels, de la certification, d'accompagner puis de guider un peu ce candidat, dans ses démarches. Mais ça se passera au niveau de la DETSPP, voilà pour simplifier. Merci beaucoup. Alors, on a des questions, sur, plutôt l'organisation, on va dire, de la session d'examen. Alors, il y a des questions un peu diverses et variées, c'est-à-dire, est-ce que le responsable de session doit être là, vraiment, sur le plateau technique pendant la totalité, de la durée de la session? Alors la réponse là, elle est simple, c'est oui. Vu que c'est la personne référence, s'il y a un problème pendant la session d'examen, c'est à lui que revient, la responsabilité de gérer ce problème. Donc il doit être absolument là tout le temps. Alors pas forcément sur le plateau technique, hein, voilà, mais il faut qu'il soit à proximité. Donc on a déjà vu, hein, des responsables de session qui étaient des directeurs de centre et puis, bah, le jour où il se passe un problème, en fait, il était en rendez-vous, à 2 heures de route de là. Donc ça, non, en fait. Il faut que la personne puisse intervenir tout de suite. Ça peut être, soit pour un problème, ça peut être mais c'est surtout aussi pour vérifier que le respect des heures, puisqu'on ne laisse pas on ne laisse pas gérer la session aux jurés. C'est bien le responsable de session qui doit, gérer la session d'examen et son organisation. Ouais, je pense que Oui, mais c'est très, très clair. Le message est passé, merci beaucoup. Alors, du coup, sur, l'organisation des sessions, il y avait une question par rapport à des problématiques d'effectifs, de savoir, en fait, si un jury peut être commun à des sessions différentes avec qui ont des effectifs très réduits. La question, je vais la lire, hein, concrètement, c'est: «Est-ce qu'en cas d'effectif réduit, le jury peut surveiller 2 candidats dont chacun est rattaché à une session différente?» Donc 2 sessions avec un candidat, chacune soit surveillée par le même jury, le même jour d'examen. alors là, non, parce qu'en fait, ça va poser des problèmes, uniquement, bah, le jury, comment il va savoir sur quoi évaluer? Ça risque de poser, en fait, tout un tas de problèmes, en cas de recours. Et malheureusement, on a de plus en plus de recours de stagiaires qui sont déçus de ne pas avoir obtenu leur titre ou autre et ça va complexifier aussi la tâche, bah, au service de la DETSPP pour vérifier que la session d'examen, elle se soit bien tenue, dans les conditions. Ça va pareil, poser des problèmes pour savoir si, bah, effectivement, le jury, il a bien observé, le temps imparti, tel examen et tel temps imparti l'autre examen. Ce qui est en revanche possible suivant le titre, c'est de faire par exemple heu, une session d'examen sur un titre professionnel le matin et l'après-midi sur un autre titre. Il faut que ça soit quand même bien, détaillé, découpé, que la DETSPP puisse, bien regarder. Alors la loi précise que c'est 2 sessions similaires, tourneur et fraiseur. Donc le mieux, c'est quand même de diviser et que chaque session d'examen, normalement, doit être, indépendante et le jury doit bien comprendre ça aussi. Parce que parfois, ça peut complexifier aussi le travail du jury. Parce que même si c'est des métiers qui sont assez communs, c'est pas les mêmes grilles d'évaluation, c'est pas les mêmes choses qui sont évaluées. Donc faut pas non plus voilà, leur embrouiller, l'esprit et donc c'est mieux d'avoir des sessions vraiment distinctes et le mieux, voilà, ce qu'on peut éventuellement trouver, mais en informant la dette, c'est de faire une session le matin sur un titre et l'après-midi sur l'autre. Merci beaucoup. Alors dernière question et je passe la parole à monsieur Massia pour faire, la conclusion. Finalement, si on devait, noter, l'interlocuteur pour toutes ces questions de mise en œuvre, de session, de problèmes techniques, dans la lecture des éléments par rapport à la session, vers qui on doit se retourner? Alors normalement, voilà, comme je le disais, en général, on se divise un peu voilà, les missions entre DETS et DRETS. Moi, je vais plutôt être sur le cadre réglementaire général, l'agrément et puis les collègues en DETS plus sur la mise, en œuvre opérationnelle de la session d'examen. Après, c'est possible que ce soit des situations, voilà, qui sont un petit peu à cheval entre les 2. Donc j'ai envie de dire un peu indépendamment, DRETS ou DETS, au pire, on retransférera, voilà, au bon interlocuteur, directement. On travaille, voilà, quotidiennement ensemble, donc c'est pas un souci. Mais vraiment plus garder à l'esprit, si c'est quelque chose de mise en œuvre, de la session d'examen, bah, la DETS-PP et puis, voilà, si c'est plus, on va dire du règlement général, ça sera peut-être, plutôt pour l'adresse.
Merci beaucoup. Je passe la parole à monsieur Bassia qui va avoir l'exercice compliqué de faire la conclusion. En espérant que, voilà, qu'il y ait pas de coupure, comme Merci c'est notre beaucoup, introduction. oui, conclusion d'autant plus difficile que je n'ai été avec vous que par intermittence. Je m'en excuse auprès, des participants, voilà, mon système internet fait les caprices ce matin. Tant pis, c'est les aléas du direct. Je remercie, Alexia Boyau et Laure Bornier de cette séquence, qui je pense a été bien précise, bien intéressante et qui ont pu, j'espère, répondre à l'essentiel des questions qui ont été posées. S'il y en a d'autres qu'on n'a pas réussi à traiter, ben, on le fera en différé. Voilà, moi je retiens une chose, très importante, un message que je souhaite sur lequel je souhaite insister, hein, c'est surtout, voilà, on a un cadre rigoureux, c'est pas fait pour vous embêter, c'est vraiment pour éviter les contentieux, hein. Donc surtout, surtout pas d'improvisation. Si vous trouvez si vous détectez des problèmes avant la session d'examen ou juste au moment de la session d'examen, du genre, je n'ai pas envoyé les convocations à temps, je n'ai pas reçu les plis, d'examen à temps, il me manque, un des jurés pour, co tenir le jury. Surtout, surtout n'improvisez pas de solution, qui vous semblerait, ad hoc, parce que vous allez vous mettre en situation d'irrégularité et nous, on est navrés avec, Laure de devoir, ben, déclencher des annulations de session, alors qu'on a 11 candidats sur 12 qui ont réussi, mais le 12e qui a raté et ben, fait un contentieux. Et puis, eh ben, il a gain de cause parce que, pour des problèmes de forme, de non-respect réglementaire et bien, voilà, le tribunal administratif, de toute façon, donnera raison au requérant. Donc voilà, surtout, surtout, appropriez-vous bien ce cadre réglementaire. Si vous avez des questions, ben, vous avez des interlocuteurs de proximité qui sont à la direction départementale, donc de l'emploi, du travail et des solidarités ou encore, à l'échelon régional, nous avons notre experte Laure, qui pourra, se faire un plaisir de répondre à vos questions. J'essaierai de le faire dans les meilleurs délais, mais je vous avoue que parfois c'est un peu compliqué effectivement d'être réactive, voilà, suivant les actualités et les dossiers, urgents qu'il y a à traiter. Mais on fait au mieux. Merci beaucoup pour, la qualité des informations parce que c'était un challenge de présenter, autant d'éléments, sur du vocabulaire, sur un cadre qui est compliqué comme monsieur Massiel l'a évoqué, en peu de temps et on est quasi dans nos délais même si on a décalé un petit peu donc un grand, grand merci à vous. Je pense qu'on a répondu à la quasi-totalité des questions mais effectivement comme l'a dit monsieur Massias si, on va les reprendre et puis on fera des compléments, via l'infographie ou, directement, en lien avec, l'organisation de cet événement. Comme, vous le savez, les temps forts vont continuer donc du coup vous aurez, à la possibilité de répondre à une petite enquête en ligne là, dès que vous allez sortir de l'événement et merci de la compléter. Éventuellement, en nous proposant quelques thématiques qui vous intéressent pour les prochains rendez-vous. On est toujours très preneurs de de vos retours terrain et des sujets qui vous intéressent. En tous les cas, donc les 2 prochains épisodes sont programmés. Le prochain, donc le mois prochain, nous permettra de découvrir le fonctionnement de la NFH par rapport à la formation dans la fonction publique hospitalière. Souvent, on connaît très peu les rouages, donc ça va être très intéressant, d'évoquer un petit peu l'organisation et puis, l'épisode qui suivra sera consacré à la nouveau format de la préparation opérationnelle à l'emploi individuel avec France Travail qui nous expliquera ce que ça change et comment c'est organisé. Donc merci à vous, et puis, on en profite parce que, on ne s'était pas, revus depuis. On vous, réitère nos meilleurs vœux au titre, de l'équipe des temps forts. On aurait pu même commencer par ça, mais on est déjà fin janvier et on vous retrouve avec plaisir donc du coup sur, le prochain épisode. Merci encore à nos invités et à très bientôt. Merci, au revoir.